Des brutes traînent la fille timide dans les toilettes, mais l'équipe d'un papa du GIGN s'entraînait juste à côté. Le son de pleurs étouffés résonnait contre les murs carrelés froids, se répercutant dans le couloir vide comme la supplique d'un animal blessé implorant la pitié. C'était juste après la pause déjeuner, un mercredi après-midi, et le couloir devant les toilettes des filles était étrangement vide, hormis le vol occasionnel de papier jeté pris dans le courant d'air du système de ventilation. Les néons bourdonnaient au-dessus de nos têtes, projetant des ombres dures qui semblaient danser avec une intention malveillante. 3 filles, plus âgées, les yeux remplis d'un amusement cruel et les visages tordus en expression de malice calculée, avaient coincé une fille à peine moitié moins grande qu'elle. Elles ne se sont pas arrêtées aux insultes cette fois. Des mains rudes l'ont attrapée par les poignets, la tirant en avant avec une telle force que ses baskets ont crissé contre le sol en linoléum poli. Elle a trébuché, son sac à dos usé en toile glissant de son épaule, tandis que ses livres se sont éparpillés dans le couloir, comme des feuilles mortes, les pages s'ouvrant pour révéler des notes soignées écrites de sa belle écriture. La porte des toilettes s'est claquée avec un fracas retentissant qui semblait sceller son sort. Sa voix tremblait alors qu'elle murmurait, à peine audible au-dessus du son de sa propre respiration rapide. « S'il vous plaît, laissez-moi tranquille ». Les brutes n'ont fait que rire, leur voix résonnant sur les murs carrelés dans un chœur de cruauté qui hanterait ses rêves pendant des semaines. L'une lui tordait le bras, tandis qu'une autre la forçait vers la cabine la plus éloignée, leurs mouvements coordonnés comme une meute de prédateurs qui avaient déjà fait ça auparavant. C'était la même routine qu'elles avaient perfectionnée pendant des mois de tourments, coincée, humiliée et la laisser tremblant de peur. Mais aujourd'hui, elle ne savait pas qui était à proximité, juste à 2 couloirs de là, à l'intérieur du vieux gymnase, avec ses lignes de terrain de basket délavées et ses bannières de championnat accrochées aux poutres. Une session d'entraînement tactique était en cours, du genre qui attirait les regards curieux des membres du corps professoral de passage qui n'étaient pas habitués à voir des officiers lourdement armés se déplacer dans leur couloir avec une précision militaire. Son père, le sergent Martin Dubois, était en équipement tactique complet, dirigeant son équipe d'élite à travers des exercices simulés de sauvetage d'otages qui avaient été demandés par le district après une série d'incidents scolaires à l'échelle nationale qui avaient poussé les parents à exiger de meilleures mesures de sécurité. Il n'avait aucune idée que sa propre fille était sur le point d'affronter le moment le plus terrifiant de sa vie scolaire, piégée à quelques mètres de l'endroit où il s'entraînait à sauver des inconnus. Dans quelques minutes, leur monde allait entrer en collision d'une manière que personne ne pourrait jamais oublier, mettant en branle des événements qui allaient tout changer dans la façon dont l'école gérait le harcèlement et dans la façon dont l'amour d'un père pouvait se manifester de la manière la plus inattendue. La fille que personne ne défendait, Léa Dubois, avait toujours été la plus discrète dans chaque classe, chaque couloir, chaque situation sociale dans laquelle elle se trouvait. Petite pour son âge, parlant si doucement que les professeurs devaient souvent lui demander de se répéter, elle était la plus heureuse lorsqu'elle dessinait des croquis complexes dans un coin de la bibliothèque pendant les pauses déjeuner. Ses œuvres d'art remplissaient cahier après cahier de portraits détaillés d'oiseaux, de fleurs et de paysages imaginaires qui n'existaient que dans son esprit doux. Ses camarades de classe la remarquaient à peine, sauf ceux qui voyaient son silence comme une faiblesse, sa gentillesse comme une invitation à la cruauté. Cette année scolaire, le harcèlement était passé d'une indifférence désinvolte à un tourment actif. Cela a commencé par des chuchotements à la cantine, des conversations feutrées qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'elle passait, suivies de pointages et de rires moqueurs, pas si subtils, qui faisaient rougir ses joues d'embarras. Puis sont venus les commentaires sur ses vêtements, des articles d'occasion que son père avait soigneusement sélectionnés dans des friperies, faisant de son mieux pour suivre les tendances de la mode adolescente qu'il ne comprenait pas. Les brutes faisaient des observations bruyantes sur ses baskets vintage ou son sac à dos rétro, des mots dégoulinants de sarcasme qui coupaient plus profondément que n'importe quelle lame.
Ensuite, il y a eu le harcèlement physique. Pousser ses livres au sol dans les couloirs bondés, la heurter accidentellement assez fort pour la faire trébucher, lui tirer les cheveux quand les professeurs ne regardaient pas. Les professeurs semblaient aveugles à tout cela, trop occupés à gérer des classes surpeuplées ou peu disposés à s'immiscer dans le désordre compliqué de la dynamique sociale adolescente. Lorsque Léa essayait de signaler des incidents, elle se heurtait à des réponses bien intentionnées mais inefficaces. Ignore-les simplement. Ils sont probablement juste jaloux. Ou « As-tu essayé d'être plus amical ?» Les adultes dans sa vie, à l'exception de son père, semblaient exister dans un univers parallèle où le harcèlement était un inconvénient mineur plutôt qu'un tourment quotidien qui érodait lentement son estime de soi. Léa, désespérée de ne pas causer de problème à son père, qui portait déjà le poids du monde sur ses épaules, gardait tout pour elle. Elle a perfectionné l'art des faux sourires et inventé des histoires élaborées sur sa journée quand il lui demandait comment se passait l'école. Elle décrivait des conversations imaginaires avec des camarades de classe et des projets de groupe fictifs, tout pour éviter d'ajouter ses problèmes à sa liste déjà accablante de responsabilités. Son père, le sergent Martin Dubois, l'avait élevée seule depuis que sa mère était décédée, quand Léa n'avait que 8 ans. Une perte qui avait fondamentalement changé la trajectoire de leurs 2 vies. Son existence tournait autour du GIGN, de longs quarts de travail qui s'étiraient dans la nuit, des heures imprévisibles qui rendirent la planification impossible et une exposition constante aux dangers qui le laissaient hyper vigilant même dans les moments paisibles. À la maison, cependant, il se transformait en quelqu'un de complètement différent. Il était doux, protecteur, et essayait toujours de la faire rire avec des blagues de papa terribles et des voix idiotes qui faisaient ressortir le rare sourire qui lui rappelait tellement sa défunte épouse. Il l'aidait avec des devoirs qu'il comprenait à peine, essayait de tresser ses cheveux avec des doigts plus habitués à manipuler des armes qu'à manier des mèches délicates, et écoutait patiemment ses descriptions enthousiastes des livres qu'elle lisait ou des dessins sur lesquels elle travaillait. Mais il n'avait aucune idée des batailles que sa fille menait dans les couloirs du collège Anatole France, la guerre d'usure quotidienne qui brisait lentement son esprit. Il était formé pour protéger les gens contre les menaces extérieures, mais il ne pouvait pas la protéger de la cruauté qui venait de l'intérieur même de l'institution censée nourrir sa croissance et son apprentissage. Ce mercredi en particulier, la pause déjeuner ressemblait à un piège dès le moment où Léa est entrée dans la cantine. Les suspects habituels étaient déjà là. Chloé Martin, la reine autoproclamée de leur niveau, entourée de ses fidèles disciples qui pendaient à chacune de ses paroles comme à la parole d'évangile. Léa s'est assise seule à sa table habituelle dans le coin, mangeant tranquillement le sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture que son père avait préparé ce matin-là, avec un smiley dessiné à la main sur le sac en papier marron. Elle était à mi-chemin d'un dessin détaillé d'un cardinal qu'elle avait vu à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre lorsqu'elle a entendu le ricanement familier derrière elle. Ses épaules se sont tendues involontairement, son crayon se figeant à mi-trait alors que sa réaction de combat ou de fuite se déclenchait. « Hé, souris !» a dit Chloé, sa voix portant ce ton particulier de fausse douceur qui précédait toujours quelque chose d'horrible. C'était Chloé, flanquée de ses compagnons constants, Alice Moreau et Camille Bernard, toutes arborant des expressions de supériorité satisfaite qui faisaient se serrer l'estomac de Léa d'effroi. « Joli dessin !» a ajouté Alice, se penchant par-dessus l'épaule de Léa pour examiner le croquis. « On dirait quelque chose qu'un enfant de maternelle ferait. Tu devrais peut-être t'en tenir au livre de coloriage à la place. » Léa n'a pas levé les yeux, ses joues brûlant d'humiliation. Elle a juste fermé son cahier avec soin, essayant de ne pas laisser ses mains trembler et a tenté de finir son déjeuner en paix. Mais Chloé n'avait pas fini avec son divertissement pour la journée. Elle a tendu la main à travers la table
et a attrapé le cahier, ignorant l'inspiration abrupte de Léa. « Oh, la petite souris est timide !» s'est moquée Chloé, feuilletant les pages des pensées et des expressions artistiques les plus privées de Léa. « Regardez tous ces dessins de bébé. Tu as quel âge, 5 ans? Rends-le !» a murmuré Léa, sa voix à peine audible au-dessus du bruit général de la cantine. Camille s'est penchée, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur qui ne trompait personne. « Ou quoi? Tu vas nous couiner dessus ?» Elles ont ri de leur propre blague, un son qui a fait regarder d'autres élèves avec un mélange de curiosité et de soulagement de ne pas être la cible. Puis les yeux de Chloé se sont assombris avec une expression que Léa avait appris à craindre plus que tout au monde. « Viens avec nous, souris. Nous avons une surprise spéciale qui t'attend dans les toilettes. » Léa savait exactement ce que cela signifiait. Son cœur a commencé à battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde dans la cantine pouvait l'entendre. Les surprises impliquaient toujours une humiliation, parfois une douleur physique, et la laissaient toujours se sentir plus petite et plus inutile qu'avant. Mais avant qu'elle ne puisse réagir ou tenter de s'échapper, elles ont chacune attrapé un bras et l'ont tiré brutalement du banc. Des élèves de toute la cantine ont vu ce qui s'était passé. Certains semblaient mal à l'aise, d'autres semblaient amusés par le drame, mais pas une seule personne n'a bougé pour aider ou alerter un professeur. L'effet spectateur était à son comble, chaque personne supposant que quelqu'un d'autre interviendrait jusqu'à ce que la responsabilité se dissolve dans l'inaction. Le couloir était complètement désert, leurs pas résonnant sur les murs alors qu'elle traînait Léa vers les toilettes à l'extrémité du bâtiment. Elle se débattait faiblement, plaidant tranquillement avec des mots qui tombaient dans l'oreille d'un sourd. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai jamais fait de mal à aucune d'entre vous. Tu existes !» a ricané Camille, sa prise se resserrant douloureusement autour du poignet de Léa. « C'est déjà un crime suffisant pour nous. » La porte des toilettes s'est ouverte avec un grincement inquiétant et elles l'ont poussée à l'intérieur avec une force suffisante pour la faire trébucher dans la rangée de lavabos. L'odeur de désinfectant industriel se mêlait à la saveur métallique de la peur qui semblait imprégner l'air autour d'elle. Chloé a verrouillé la porte derrière elle avec un clic délibéré qui sonnait comme une cellule de prison qui se referme. L'heure d'une petite métamorphose, a souri Alice, sortant une paire de ciseaux pointus de son sac avec un flair théâtral. Les lames métalliques ont capté la lumière crue des néons, créant des ombres menaçantes sur les murs. La respiration de Léa s'est bloquée dans sa gorge, alors qu'une véritable terreur la submergeait. Elle a reculé jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur carrelé froid, piégée sans nulle part où courir. « S'il vous plaît, non, ne faites pas ça. » Mais ces mots désespérés n'ont fait qu'élargir leur sourire, se nourrissant de sa peur comme des vampires tirant leur subsistance du sang. Elles se sont rapprochées, formant un demi-cercle qui bloquait toute voie d'évacuation possible. Pendant ce temps, dans le gymnase, à seulement 2 couloirs de là, le sergent Martin Dubois aboyait des ordres avec l'autorité de quelqu'un d'habitué aux situations de vie ou de mort. Effraction, nettoyer à gauche, sécuriser l'otage. Son équipe du GIGN s'est déplacée avec une précision rodée, leurs uniformes noirs et leur équipement tactique se fondant dans un flou coordonné de mouvements professionnels. C'était censé être un exercice de sécurité scolaire de routine, du genre qui était devenu de plus en plus courant à mesure que les districts à travers le pays étaient aux prises avec des problèmes de sécurité. Le principal Durand avait invité l'équipe locale du GIGN à s'entraîner sur le campus, dans l'espoir de rassurer les parents et les membres du personnel inquiets qui demandaient des mesures de sécurité renforcées depuis le début de l'année scolaire. Martin s'était concentré entièrement sur l'opération, parcourant mentalement des scénarios et évaluant les temps de réponse de son équipe, lorsqu'un son a traversé l'air qui lui a glacé le sang. Au début, c'était faible, à peine perceptible au-dessus du son de l'équipement et des bavardages radio, mais c'était de nouveau là,
Un cri aigu et strident qui était définitivement humain et définitivement en détresse. Il s'est arrêté à mi-chemin, chaque instinct aiguisé par des années de travail dangereux, criant que quelque chose n'allait pas. Cela ne faisait partie d'aucun exercice qu'ils avaient prévu. Le son était venu de quelque part dans le bâtiment, quelque part assez proche pour être entendu, mais assez loin pour être étouffé par les murs et la distance. Il fit un geste urgent à son second, l'officier Thomas Lemaire, qui travaillait avec Martin depuis plus de 5 ans et avait appris à faire confiance implicitement aux instincts de son partenaire. « Tu entends ça ?» Lemaire hocha la tête d'un air sombre, sa main se déplaçant instinctivement vers sa radio. « Aile des toilettes, couloir, haie. » Ils se sont déplacés rapidement, abandonnant le scénario d'entraînement sans une seconde pensée. Le cœur de Martin battait la chamade, non pas à cause de l'effort physique de courir dans les couloirs de l'école, mais à cause d'une peur froide et viscérale qui se formait au creux de son estomac. Il ne savait pas encore pourquoi, ne pouvait pas expliquer le sentiment d'appréhension accablant qui le consumait, mais quelque chose lui disait que cela allait devenir très personnel. De retour dans les toilettes, Chloé avait coincé Léa près de la rangée de lavabo, tandis qu'Alice lui épinglait les bras contre le mur car l'effroi. Camille tenait les ciseaux avec une menace théâtrale, ouvrant et fermant les lames avec une précision délibérée conçue pour maximiser la terreur. « Tu penses que tu es meilleur que nous, souris ?» a sifflé Camille, rapprochant les ciseaux du visage de Léa. Te promener ici avec tes petits dessins tristes et tes déjeuners pathétiques, en agissant comme si tu étais trop bien pour parler à qui que ce soit. Léa secoua désespérément la tête, les larmes coulant sur son visage. Non, s'il vous plaît, je n'ai jamais pensé ça. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Trop tard pour ça, a ricané Chloé. Nous avons décidé que tu avais besoin d'un nouveau look. Quelque chose qui correspond mieux à ta personnalité. La porte a explosé vers l'intérieur si fort qu'elle a tremblé contre le mur, le son se répercutant dans le petit espace comme un coup de feu. 3 officiers du GIGN en équipement tactique complet ont rempli l'embrasure de la porte, leur présence imposante, transformant immédiatement l'atmosphère d'une cruauté adolescente à une intervention des forces de l'ordre mortellement sérieuse. Leurs gilets tactiques, leurs casques, leurs gants noirs, les armes à leur côté, c'était comme si un mur d'acier professionnel s'était matérialisé à partir de rien. La cruauté désinvolte des brutes s'est évaporée instantanément, remplacée par une véritable terreur, alors qu'elles se retrouvaient face à face avec des officiers armés qui semblaient sortis d'un film d'action. À l'avant du groupe se tenait Martin Dubois, et pendant une fraction de seconde qui a semblé s'étirer à l'infini, le temps s'est complètement figé. Les yeux grands et remplis de larmes de Léa ont rencontré les siens à travers sa visière tactique. La reconnaissance a jailli entre eux comme un éclair, suivi immédiatement d'un mélange complexe de soulagement, d'embarras et d'émotions accablantes. « Papa !» Sa voix s'est brisée sur la seule syllabe, à peine audible au-dessus du son de la respiration rapide de chacun. L'expression de Martin est passée d'une vigilance professionnelle à un choc, puis à une fureur pure et maîtrisée alors qu'il regardait la scène devant lui. Sa fille coincée, les larmes coulant sur son visage, 3 autres filles avec des ciseaux à la main et la culpabilité écrite sur leurs traits. « Éloignez-vous d'elle ». Sa voix était basse, dangereuse, portant toute l'autorité de quelqu'un qui avait affronté des criminels armés et en était sorti victorieux. Tout de suite, les 3 brutes se sont figées comme des cerfs pris dans les phares, les ciseaux tremblants dans la prise soudainement instable de Camille. La cruauté désinvolte qui avait semblé si stimulante quelques instants auparavant semblait maintenant pathétiquement insignifiante face aux conséquences réelles. « Vous avez 3 secondes, » a continué Martin, avançant avec une précision mesurée. Chaque centimètre de sa posture indiquait qu'il n'était pas quelqu'un à tester, pas quelqu'un qui proférait des menaces vides. 3. Alice a immédiatement relâché les bras de Léa, reculant si vite qu'elle a failli trébucher sur ses propres pieds. 2.
Chloé s'est éloignée des lavabos, ses mains tremblant visiblement alors que la réalité de la situation commençait à s'installer. Les doigts de Camille se sont desserrés involontairement, et les ciseaux ont cliqueté sur le sol carrelé avec un son métallique qui a semblé résonner à jamais dans le silence soudain. Martin s'est interposé entre les brutes et sa fille, plaçant un bras protecteur autour des épaules tremblantes de Léa. Son équipe s'est déplacée avec une efficacité professionnelle, guidant les trois filles vers la porte où l'agent de sécurité de l'école et le principal Durand attendaient avec des expressions de choc et de compréhension naissantes. Léa a enfoui son visage dans le gilet tactique de son père, sanglotant avec un mélange de soulagement, de terreur résiduelle et de gratitude accablante. Il a doucement relevé son menton avec une main gantée, ses yeux entraînés, scannant rapidement son visage et ses bras à la recherche de signes de dommages physiques. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie » a-t-il murmuré, sa voix douce et tendre malgré l'équipement tactique et l'adrénaline qui coulait encore dans son système. « Personne ne te fera plus jamais de mal comme ça. » Dehors, dans le couloir, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue dans l'école, avec la vitesse que seuls les potins d'adolescents pouvaient atteindre. Les élèves se sont rassemblés en groupe, regardant les yeux grands ouverts, alors que trois brutes en pleurs étaient escortés dans le couloir, flanqués de membres de l'équipe du GIGN, leur arrogance habituelle remplacée par une véritable peur et la prise de conscience naissante que les actions ont des conséquences. Les professeurs sont sortis des salles de classe, essayant de comprendre ce qui avait transformé un exercice d'entraînement de routine en une véritable intervention. Le principal Durand s'est retrouvé à essayer d'expliquer aux parents qui ont commencé à appeler en quelques minutes comment un incident de harcèlement avait dégénéré au point où des officiers tactiques avaient dû intervenir pour protéger un élève. L'histoire est devenue une légende en quelques heures. Personne n'oublierait jamais le jour où le sergent Dubois a découvert ce qui arrivait à sa fille et comment un exercice d'entraînement de routine s'était transformé en l'intervention anti-harcèlement la plus spectaculaire de l'histoire de l'école. Léa Dubois ne serait plus jamais la souris timide et invisible. À partir de ce jour, elle a traversé les couloirs la tête haute, sachant qu'elle était la fille dont le père remuerait ciel et terre pour la protéger. Les autres élèves l'ont regardée avec un nouveau respect, comprenant que derrière son attitude discrète se cachait quelqu'un dont la famille ne tolérerait pas la cruauté ou l'injustice. L'administration de l'école a mis en œuvre de nouvelles politiques anti-harcèlement en une semaine, a formé les professeurs à reconnaître les signes de harcèlement et a établi des conséquences claires pour les élèves qui choisissaient de tourmenter leurs camarades de classe. Les trois brutes se sont retrouvés non seulement confrontés à des mesures disciplinaires scolaires, mais aussi à devoir expliquer leur comportement à leurs propres parents, qui étaient mortifiés par la cruauté de leurs enfants. Et Martin Dubois a appris que parfois les sauvetages les plus importants ne se produisent pas dans des situations d'otages dramatiques ou des rencontres criminelles dangereuses, mais dans des toilettes scolaires ordinaires où les enfants apprennent si le monde est un endroit où la cruauté reste impunie ou où l'amour et la protection trouveront toujours un moyen de percer.